Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous connaissez le principe de l'émission avec notre cher acolyte Mustang. Nous prenons des thèmes d'actualité de n'importe quel domaine et nous explorons de fond en comble les avis positifs et négatifs de ce sujet. Vous le savez, on parle de tout, qu'importe ce qu'en pensent les autres car on en a strictement rien à foutre de leurs avis. Alors comme je vous l'ai dit au début de cette intro, une personne sera avec moi pour décrypter ce sujet. Il est là, il s'appelle Mustang. Comment ça va Mustang? Très bien, et vous, Mathias? Ça va très bien. Prêt à approfondir un nouveau sujet? Ouais, allez-y, on est Alors parti. je tiens à préciser quand même à nos abonnés que vous ne connaissez pas le sujet. C'était une Ah non. règle, c'est une règle qu'on s'est fixée quand on a commencé l'émission. Enfin, Ouais. c'est la première émission. C'est que vous ne connaissez pas le sujet. Vous le connaissez avec quand les abonnés le découvrent C'est aussi. ça. Donc ça m'oblige à une réflexion, ça m'oblige à réfléchir en instantané et à m'adapter aux questions que vous posez. C'est ça, on le fait dans les conditions du direct. C'est ça. Eh bien écoutez, sans plus tarder, c'est parti pour cette troisième émission de On s'en fout, la chaîne où on n'en a rien à foutre de la vie des autres. Dans l'économie, dans la société, dans l'éducation ou bien encore dans la profession, un élément vient semer le trouble, l'égalité pour tous. S'agit-il d'une utopie ou d'un fait qui existe vraiment dans notre monde? C'est la question que nous allons débattre tout au long de cette vidéo. Alors Mustang, pour entrer dans le thème du coup de cette émission, c'est quoi pour vous votre définition de l'égalité pour tous en englobant toutes les égalités? Et je parle bien sûr en France. Vous me gâtez comme à chaque fois, hein. Vive le sujet. Alors, votre question, c'est l'égalité. L'égalité pour tous, en plus. Oui. Ah, oui, en plus, vous me mettez bien une belle contrainte. Alors, qu'est-ce que l'égalité? Alors déjà, c'est égalité par rapport à quoi? Donc, il y a plusieurs types d'égalité. Comme je l'ai dit, l'égalité, que ce soit dans la politique, dans l'éducation et tout ce qui englobe. Euh, Bon, il y a l'égalité au niveau de la loi qui est le concept le plus connu et le plus simple. Il y a l'égalité qui est recherchée dans le domaine sociétal. Mhm. Donc, je pense que si vous me proposez ce sujet-là aujourd'hui, c'est qu'il y aura un gros angle là-dessus. Et la question, c'est est-ce que nous sommes tous égaux? Exactement. Et par rapport au dernier sujet qu'on a traité, est-ce que c'est pas encore une utopie, un vœu pieux d'arriver à quelque chose qui s'appelle l'égalité? Moi, je suis très, très embêté par ce sujet parce que pour moi, l'égalité n'existe pas. Et la question qui va sûrement m'être posée, c'est aussi l'égalité absolue, est-ce qu'elle existe, quoi? Justement, vous parlez de l'utopie de cette égalité-là, mais à quel niveau à quel degré en fait d'utopie vous le mettez cette égalité? C'est comme le sujet, le dernier sujet, c'est la vitesse de la lumière. Théoriquement, on peut atteindre 90% de la vitesse de la lumière. Le problème de passer de 90 à 90,1 ou 91, ça demande beaucoup d'énergie pour peu de résultats. Donc, en tout cas, par rapport à l'effort, donc là aujourd'hui, est-ce qu'on arrive dans un système où l'effort qui est fait sur l'égalité pour en avoir encore plus, est-ce que c'est pas en réalité contre-productif? Moi, je dirais qu'a priori, oui. Parce que comme on est dans un pays riche qui s'appelle la France, un pays qui a été un précurseur de plein de sujets au niveau de... Parce qu'on ne peut pas... Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'une égalité absolue? C'est en fait une question d'éthique. Il y a une photo qui existe qu'on voit sur les réseaux sociaux ou sur un match de baseball ou je sais plus quoi, il y a un grand, un petit et un moyen. Le petit il voit pas, donc qu'est-ce qu'on fait? On lui met deux blocs pour qu'il voit le match. Le moyen, on lui met un bloc et le grand il n'a pas besoin. Donc sur une image simple, qui est très simple, on arrive à compenser une inégalité qui est liée à la physique de la personne. Est-ce qu'on peut compenser sur tout? La France a été précurseur sur tout ce qui est le handicap,
tout ce qui est la, comment je vais dire ça, l'égalité femmes-hommes, en tout cas des politiques publiques pour essayer de promouvoir une certaine égalité. Est-ce qu'on peut faire plus aujourd'hui? Comme je l'ai dit, je pense que c'est très contre-productif de vouloir faire plus. Et pourquoi on veut faire plus? C'est aussi une bonne question aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas d'autre sujet plus intéressant que l'égalité absolue. Et vous parlez aussi que la France était précurseur sur certains domaines concernant l'égalité, que ce soit dans le handicap. Et quelles sont les inégalités en France qu'on a énormément? Je sais que vous allez me dire économique, mais si on retire l'économie, c'est quoi qui... Je dirais pas, il n'y a pas une inégalité... Enfin, parce que vous présupposez que je veux dire qu'il y a une inégalité économique. En tout cas, la France essaye de gommer le plus possible les inégalités économiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de travail, il y a des gens qui n'ont pas de travail et qui ont quasiment un salaire pour vivre. Donc, c'est pas un salaire où on vit, on part à Punta Cana tous les ans, mais c'est un salaire qui offre au moins la dignité humaine de pouvoir survivre. Et il y a très peu de pays au monde qui a cette générosité de vouloir compenser la question de la survie. Alors, bien sûr, là, je vois sur les commentaires qu'il pourrait y avoir, oui, il y a des gens qui n'y arrivent pas, oui, il y a des gens qui n'y arrivent pas, oui. Maintenant, en France, on a un système qui permet de protéger la majorité. De protéger la majorité. Et l'inégalité économique, pour moi, la France est un pays où, je suis désolé, où vous voulez travailler, il y a du boulot. Le problème du système français, c'est qu'on ne laisse pas l'entrepreneur faire ce qu'il a à faire. C'est plutôt ça qui m'embête. C'est-à-dire que les gens choisissent la position. Aujourd'hui, les gens, ils ont beaucoup de possibilités de choisir de faire. S'ils ne veulent pas travailler, ils ne travaillent pas. Le système ne va pas leur en vouloir. Il ne va pas les punir parce qu'ils ne travaillent pas. Par contre, l'entrepreneur qui prend du risque, lui, il va se faire taxer et au nom de cette égalité. Est-ce que l'entrepreneur est égaux avec quelqu'un qui ne travaille pas? Pourquoi on y essaye? Ça, c'est un peu embêtant. Et le fait de parler d'égalité pour tous, justement, aujourd'hui en France, et que ça devienne un sujet de débat, est-ce que c'est pas réservé à une élite? Et quand je dis une élite, c'est est-ce que on sait que quand on est au plus bas de la société, les gens vont nous dire non, l'égalité pour tous, moi j'y crois pas, alors que ceux qui gagnent bien leur vie aujourd'hui vont dire bah oui, mais l'égalité pour tous, aujourd'hui, ça existe. Moi, j'ai la croyance que quand on travaille, on obtient les résultats. Donc si j'ai cette croyance-là, bon, on va retirer la croyance. De mon observation, je ne connais pas des gens qui ne travaillent pas, qui ne réussissent pas. Mais après, c'est quelle est la définition de réussir? Et ça dépend du métier, d'où vous habitez. Parce que bien sûr, quand vous êtes à Paris, vous avez beaucoup plus d'opportunités que dans une petite ville de province. Le niveau de vie à Paris ne demande pas le même niveau de revenu qu'en province. Donc vous gagnez 3 000 € net en province, vous vivez correctement. Vous gagnez 3 000 € à Paris, vous êtes au SMIC. Donc je dirais que voilà, on est dans un système aujourd'hui, comme vous le disiez, est-ce que c'est pas grosso modo un problème de riches? Si, c'est un problème de riches. C'est-à-dire que la France est riche, et donc cette richesse, on essaie de la répartir au nom de l'égalité, en tout cas d'une certaine équité, qui arrive à de l'égalité. Donc le mérite n'est plus valorisé. J'avais lu quelque chose ça me fait penser à une chose, sur le mérite.
les agressions dans les métros, les choses comme ça. Les gens n'interviennent plus du tout. Ça, on l'avait vu, ça, c'est vrai que ça avait fait beaucoup parler dans l'actualité. Et en fait, bon, il y a deux phénomènes psychologiques, enfin un phénomène psychologique qui est en jeu et un qui est mon analyse. Le premier phénomène psychologique, c'est que il y a la dissolution de la responsabilité. Je ne sais plus comment il s'appelle le principe psychologique. Vous pourrez le mettre dans les commentaires, ceux qui le connaissent on va dire en détail. C'est ce que apprennent les psychologues en psychologie sociale. Ben voilà, il y a bien quelqu'un qui va intervenir. Mm. Et moi, le deuxième phénomène, c'est que justement, au nom de l'égalité par exemple homme-femme, pourquoi un homme prendrait le risque de défendre une femme qui se fait agresser? Quelle reconnaissance il aura? Déjà, s'il frappe trop fort l'agresseur, bah, l'agresseur va porter plainte contre lui, au nom de l'égalité. Voilà. Donc, quel honneur? Parce que voilà, on recherche l'égalité, mais qu'est-ce que détruit l'égalité? Elle détruit l'honneur des gens. L'honneur de faire quelque chose pour les autres. Et justement, moi, ça me fait penser à un truc. J'avais vu une vidéo où une femme se faisait agresser par son mari dans la rue. Ouais. Et la personne en question qui traversait donc cette rue intervenait. Et cette femme, au lieu de dire merci, merci de m'avoir sauvé la vie, ben en fait, non, elle frappe la personne en question en train de la sauver. Quand j'ai regardé cette vidéo, je me suis dit, mais c'est un peu comme vous, c'est où est donc l'honneur, quoi? Bah, c'est-à-dire que alors, il y a encore une autre problématique, le fait de sauver quelqu'un qui n'a rien demandé. En fait, ce que vous dites, c'est que l'égalité passe avant tout par la psychologie. Bah, elle passe aujourd'hui par une certaine forme de psychologie au nom de l'équité, au nom de l'éthique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un problème, vous l'avez dit, c'est pas les riches qui définissent ça, c'est les politiques qui aujourd'hui, vu qu'il n'y a plus de grands projets, il n'y a plus de vision à très long terme au niveau de la France, donc ces politiques doivent trouver des sujets de travail. Et elle aussi, moi je me posais la question de pourquoi on a nos politiques. Et il y a une phrase qui dit qu'on est le reflet de nos politiques. Le fait de... Voilà, c'est comme je dis, on est dans une société riche où justement les problèmes qu'on a aujourd'hui, il y a 20 ans ou 30 ans, qu'on disait qu'on allait voir le psy, on était fous. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est plutôt preuve de je prends soin de moi, c'est preuve plutôt on va dire d'être sain. Se dire, bah voilà, en effet, mais c'est possible parce que notre société le permet. Maintenant, je disais, ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, c'est plutôt, voilà, il faut bien qu'ils s'occupent avec un travail. Et c'est un peu comme on avait parlé du journalisme, le journalisme engagé, bah c'est pareil, le politique engagé. Voilà, au nom de l'égalité. Parce que c'est injuste qu'il y ait des injustices dans la vie. Enfin, c'est grosso modo le constat qu'ils font, c'est injuste. Mais qui vous êtes pour dire ce qui est juste et injuste pour chacun? Oui, sachant qu'ils ne nous connaissent pas. Ils ne nous connaissent pas, nous, ce qu'on ressent psychologiquement. C'est ça. Donc, et comme ils savent pas, donc ils ont deux manières de travailler. Soit ça va être leur présupposé à eux en fonction de leur propre filtre. Et donc voilà, ils vont se dire, ah, la pauvre personne qui habite dans cet HLM, Donc, franchement, pour la personne qui vit dans l'HLM et qui travaille sûrement, qui se bagarre, qui essaie d'évoluer, qui essaie de construire quelque chose, il y a quelqu'un, un homme politique, lui, à la bonne place, vient lui dire, oh, mon pauvre bichou, ce serait bien que t'aies plus, c'est déshonorant. Parce que c'est ça le problème de l'égalité, ça crée le déshonneur. Au nom de l'égalité, parce qu'on ne veut pas faire mal aux gens. On ne veut pas dire aux jeunes, moi je sais que dans ma génération, quand vous faisiez un BEP ou un CAP, c'était déshonorant. J'ai une petite anecdote, ma prof de français,
de troisième, que j'aime beaucoup. J'ai oublié son nom, il faudrait que je retrouve son nom. On la salue, bien évidemment. Oui, on la salue. Alors, je pense qu'elle doit avoir maintenant... je pense qu'elle doit avoir, c'était il y a un peu plus de 20 ans. Elle doit être à 75-80 ans maintenant. Mais elle avait dit à mon père, à la réunion parents d'élèves, ce serait bien que Benjamin fasse un BEP ou un CAP. Ah bah, je vous raconte pas comment la gueule que je faisais. Hein. Bon, après, parce que moi je savais ce que je voulais faire et j'avais les moyens de faire ce que je voulais, de ce que je voulais. Donc, moi je voulais être dans le commerce, chef d'entreprise et j'ai fait plein de choses en lien avec ça. Donc j'ai réussi, j'ai eu mon bac, j'ai eu tous les diplômes avec un peu de retard, mais je les ai tous eus, plutôt de grandes écoles en plus. Mais voilà, c'est pour dire que c'était en fait une insulte, presque. C'est-à-dire, je vais faire un BEP ou un CAP, mais en fait c'est parce qu'on a fait un choix, nos politiques ont fait un choix dans les années 70-80, de dire qu'on veut que des bacheliers, on veut que des gens qui sont des têtes, mais pas par rapport aux besoins de la nation. Il y a des métiers où c'est une question de besoin, et le fait d'avoir besoin, ça crée de l'honneur. Vous valorisez tous les métiers à leur juste valeur parce que ça répond à un besoin sociétal. Bah, c'est génial ça. Tout le monde se sent utile. Donc l'État, ou les parents, ou je sais pas qui là-dessus est le plus coupable, mais il devrait dire... Voilà, orienté en fonction de ce qui est honorable. Et aujourd'hui, vous êtes plombier, serrurier, et vous gagnez très bien votre vie. Je voudrais aussi parce que là, vous avez parlé de l'éducation. Je me souviens que quand on a fait l'émission sur la confiance dans la politique, on avait parlé d'endoctrinement. Ce mot d'endoctrinement, il était revenu très régulièrement dans cette vidéo. Est-ce que là, avec l'égalité pour tous, justement, quand on éduque nos enfants à oui, mais tu vois, dans la société, on est tous égaux, est-ce que ça s'apparente aussi à l'endoctrinement dans cette situation? Je m'en souviens plus, la première question, si on a parlé d'endoctrinement, c'est quand même un mot fort. Mais en tout cas, je dirais que c'est plutôt, on met une croyance qui est fausse. Mais quel est l'intérêt de cette fausse croyance? Moi, ce que je prône de toute façon, c'est la responsabilité individuelle. C'est-à-dire que moi, je sais ce qui est bien pour moi, et il n'y a personne qui va me dire ce qui est bien pour moi. Après, il faut du caractère, il faut de l'expérience, il faut aussi avoir la permission. C'est aussi le but de cette émission, c'est de dire, assumez. Voilà, vous avez un sujet, vous le traitez, je m'en fous de ce qui est des conséquences, parce qu'il n'y a pas de conséquences, c'est juste des mots. Voilà, c'est juste un sujet qu'on essaie de réfléchir pour être un peu moins bête à la fin de l'émission. Et s'il y a des commentaires, il y en aura toujours, ça je crois que c'est le principe des réseaux sociaux. Des gros commentaires un peu haineux et des choses comme ça, c'est-à-dire que nous faisons miroir de quelque chose, d'une valeur que la personne n'aime pas. Il y a des gens pour qui l'égalité, je suppose, j'en ai rencontré dans ma vie. Par exemple, il y a c'était un débat que j'avais eu une fois avec un jeune, et je lui ai expliqué que quelqu'un qui est chef d'entreprise, qui a des responsabilités, quand il prend 10 minutes pour t'expliquer quelque chose, prend 10 minutes avec quelqu'un, un jeune, pour lui expliquer quelque chose, ces 10 minutes valent cher. Et à l'inverse, lui, il ne comprenait pas, parce que lui, comme c'est un jeune, ces 10 minutes ne valent pas grand-chose. Mais au nom de l'égalité apprise qui lui a été mise dans la tête, si on lui fait la remarque, moi je vous invite s'il y a des personnes qui nous écouteront, qui ont 35, 40, 50 ans, à parler à un jeune comme ça et faire le test, vous verrez ce qui va en sortir. Il va dire, mais de quoi il me parle celui-là? On est égalité, on est égaux. Oui, on est égaux en droit, dans une certaine mesure, mais mon temps ne vaut pas ton temps. Il y avait une force qui était la France, c'était le mérite. On pouvait peut-être venir de province, de n'importe où, et on pouvait s'élever. Exceller même. La France, on a la chance d'avoir... je suis très étonné
On a développé, c'est nous qui avons inventé les MP3. Je crois que c'est Thomson de mémoire qui avait le brevet. Thomson est aux oubliettes. Et c'est Apple qui a récupéré, on va dire, je sais pas comment ils l'ont récupéré, mais en tout cas qui ont mieux exploité le MP3. C'est pas normal. Le TV plasma, l'écran plat, c'est pareil, c'est les Français qui l'ont inventé. Parce qui l'exploite, c'est Samsung, c'est toutes ces grandes marques américaines, coréennes, chinoises. Voilà, donc je sais pas, il y a une multitude de brevets qu'on n'a jamais su exploiter. Donc on peut exceller en France, on a cette force-là, mais voilà, on valorise pas le risque, on valorise pas les gens qui réussissent, les gens qui veulent faire de bonnes choses. On valorise ceux qui disent c'est bien de faire ça. Et du coup, vous parlez d'assumer, ben moi aussi j'assume dans cette chaîne YouTube. C'est que moi je trouve que, moi je suis totalement d'accord avec vous pour dire que l'égalité pour tous, ça n'existe pas. Et puis que même ça ne peut pas fonctionner parce que s'il n'y a pas d'inégalité, c'est le chaos total. Ça a toujours fonctionné comme ça. Je veux dire, dans le monde et même en France, on l'a bien vu, au Moyen-Âge, ça a toujours fonctionné comme ça, les inégalités. La Révolution, c'était pareil. Suivant après toutes les années, c'était toujours comme ça. Après, je vais me faire l'avocat du diable, parce qu'on vit quand même en société. C'était le président, c'était Roosevelt, je crois, de mémoire, qui disait que quand même, il faut quand même garder une intention. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de trop fortes inégalités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est dans l'excès, pour moi, je laisserai les gens se faire leur propre avis et me répondre en commentaire. Mais pour moi, on est dans l'excès opposé des inégalités. Quand il y a trop d'inégalités, bien sûr, c'est pas bon. Il y a un juste milieu pour qu'on puisse faire société. Et je pense que les gens qui réussissent et qui payent des impôts, qui travaillent dur et tout ça, ils ne sont pas contre, qui participent à la société. S'il y a une moindre inégalité, c'est-à-dire qu'il a volé à quelqu'un. Psychologiquement, c'est ce qui en conduit après. Voilà, l'égalité absolue, il y a une inégalité, c'est un voleur, donc il y a la jalousie, il y a des émotions de négativité et de... J'en ai vu des gens comme ça, d'une jalousie sur ceux qui réussissent. Ouais, ça a toujours existé en France. Puis même, je trouve que on est quand même le seul pays où on est jaloux de la réussite. Cette jalousie de la réussite, moi je trouve qu'on est quand même le seul pays à avoir ça, parce que vous allez aux États-Unis, ils n'ont pas cette jalousie-là. C'est le paradoxe de la France, c'est comment on a fait pour devenir aussi riche en étant aussi jaloux, ne pas aimer la réussite. Mais je trouve que ça a un peu changé, mais voilà, il y a un fond qui est pour moi entretenu par nos politiques, mais mais d'un point de vue où ils en sont aujourd'hui, ils ont raison. Après, pour ceux qui veulent, ceux qui sont contre cette égalité, c'est d'aller chercher autre chose, l'honneur, la responsabilité individuelle, la légitimité, le travail dur. Voilà. Le travail dur dans le sens, si je veux obtenir quelque chose, il faut que je bosse. Mais c'est pas l'égalité qui va vous y amener, ça c'est clair. Non ? Et est-ce que on pourrait se dire qu'une société sans inégalité, il y aurait quand même des crises économiques ? Alors le principe, vous avez parlé du mot chaos, le principe c'est un principe psychologique, d'un point de vue psychologique, que l'humain a du mal à appréhender. C'est qu'on vit dans un chaos permanent. Et après, il y a des chaos de plus ou moins importants. Et aujourd'hui, on est dans un système au nom de l'égalité qui veut gommer les crises. Le principe d'une crise, par exemple pour les Chinois, je pense que ça a déjà été dit 50 000 fois sur YouTube, parce que je l'ai entendu 50 000 fois, crise c'est égal opportunité. Donc si c'est ce que fait notre système, il ne supporte pas la crise parce que ce serait soi-disant,
enfin, soi-disant, ce qui est vrai aussi, les petites personnes qui vont souffrir. Mais c'est-à-dire que vous en pensant ça, donc vous mettez des barrières pour limiter les petites crises. Donc si vous mettez les barrières pour limiter les petites crises, il y a un moment donné, il y a une grosse crise qui va arriver, vous n'allez pas pouvoir la gérer. Parce que vous mettez... voilà, c'est surtout la planche à billets qu'on fait marcher, c'est surtout la partie planche à billets, donc pour justement bloquer ces crises. Au lieu de laisser la crise balayer ce qui a balayé et reconstruire quelque chose de plus positif. C'est dur ce que je vais dire, mais soit vous vous adaptez, soit vous mourrez. De toute façon, dans le monde dans lequel on vit, on est obligé de s'adapter à tous les moments qu'on vit. Ce serait l'idéal. Mais cette qualité-là, moi, de ce que j'observe, et ça vaut ce que ça vaut, hein, peu de gens aujourd'hui ont de l'adaptation. Et le bouc émissaire, encore une fois, c'est l'égalité, c'est l'équité. Ah, c'est pas ma chance. Vous savez, aujourd'hui sur le marché du travail, je parle à Paris, en région parisienne principalement, le nombre de personnes qui sont en retard et qui disent que c'est pas ma faute, c'est les transports en commun. Ah oui, on l'a tous tenté ce retard. Et ne dites pas le contraire sur les commentaires. Ah oui, bon ça. Bon, vous, j'ai de la chance avec vous deux, vous êtes tout le temps à l'heure. Donc là, j'ai pas de. Voilà, ça c'est agréable, c'est appréciable. Et voilà, ce principe-là, aujourd'hui, il y a 10 ans, on disait ça, on avait honte. Ah, je suis en retard. Et maintenant, c'est normal, c'est psychologiquement, c'est acceptable, voilà. Il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de... Voilà, je me perds un petit peu sur l'égalité, parce que moi, bien, mais c'est vrai que justement, vous me parlez de ça, du retard, mais c'est vrai que quand on parle d'égalité aussi, il y a un laisser-faire. On le voit aujourd'hui, il y a beaucoup de laisser-faire, et quand vous avez parlé aussi de... le micro aussi veut parler. Il veut parler, ouais. Et vous avez parlé aussi d'honneur et que et dans la politique aussi les gens se mettent au-dessus en disant mais non, moi je sais de quoi je parle. Bah, c'est un peu pareil là, c'est-à-dire qu'il y a un laisser-faire de hors cadre d'aujourd'hui qu'a la population. Je vais faire une digression. Moi je suis au-dessus, moi je sais. Le débat que j'ai eu dernièrement sur l'empathie, qu'est-ce que l'empathie? C'est se mettre à la place de l'autre. C'est la définition communément admise. Comment je me mets à la place de l'autre? Il y a deux manières. Soit c'est en fonction... Enfin, il y a peut-être trois manières, on va dire. Soit c'est mes filtres. Voilà, il suffit de prendre un clochard dans la rue qui vous demande une pièce. Bon, vous vous dites, j'aimerais pas à sa place, je lui donne une pièce. On va dire, c'est pas la bonne empathie. Vous avez l'empathie qui est pour moi la plus noble, c'est je suis passé par là. Donc quand quelqu'un vient vous dire, ah, c'est pas que le monde devrait être comme ci, devrait être comme ça, est-ce qu'il est passé par là? Généralement, c'est une question de ses filtres. C'est ces filtres qui viennent dire, voilà, le monde devrait être comme ça parce qu'il n'aime pas ça. Au nom de l'égalité, maintenant, celui qui a le pouvoir doit compenser les problèmes de celui qui est plus faible. C'est ça le retard. C'est que celui qui doit faire fonctionner une entreprise, un restaurant, doit accepter, c'est ça l'effet pervers de l'égalité, que le patron compense. C'est-à-dire qu'on met la responsabilité, le système met la responsabilité sur des gens qui ne devraient pas avoir la responsabilité. Qu'est-ce que ça crée? Moi, je connais quelques patrons, ils ne veulent plus recruter. Quand ils recrutent, c'est 17 entretiens pour être sûr à 2000% que la personne, et encore 2000%, c'est même peut-être parfois pas suffisant. Hein, il y a des gens, moi je connais quelques petits patrons, ils disent moi je reste tout seul. De votre point de vue, c'est que les politiques nous baratinent et ils utilisent leur langue de bois pour parler de ça. Non, je pense qu'ils sont sincères. Hein. On est le reflet, faut pas, le politique, c'est facile de taper sur le politique,
Parce que moi, j'ai tendance, voilà, si on discute avec quelqu'un, bien sûr, je vais taper un peu sur le politique, parce que je me dis, qu'est-ce qu'il apporte comme valeur à la nation? Mais voilà, on a les politiques qu'on mérite. Donc c'est que dans notre système, des gens qui veulent être responsables et faire des choses sont très minoritaires. Donc, si on avait, si par exemple des entrepreneurs étaient majoritaires en France, ont envie d'entreprendre, la réussite et tout ça, on aurait les politiques qui seraient en correspondance avec ça. Mhm. Donc le politique est juste le reflet du citoyen. Comme je l'ai dit, aller à 90% de la vitesse de la lumière, théoriquement, c'est tranquille. Par contre, passer un cran au-dessus, ça demande autant d'énergie. Et aujourd'hui, la seule énergie que nous avons, c'est l'argent. Parce que toutes les structures politiques, elles sont faites, les sociétales, elles sont faites, les organismes publics sont faits, tout est fait. La loi est faite aussi, donc qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Pas le pognon. Et le pognon, ça fait déjà des années qu'on en met plein. Et le jour où il n'y en aura plus, est-ce que ces gens-là vont s'adapter? Et vous avez parlé aussi du pognon. On sait que le système privé et le système public en France, c'est deux univers complètement différents. Est-ce que le système privé-public, c'est un frein à l'égalité des chances, hein? Alors l'égalité des chances. Alors déjà, je ne comprends pas trop l'égalité des chances. Pourquoi il y aurait de l'égalité des chances? Vous êtes dans le public, vous avez un contrat. Vous êtes dans le privé, vous avez un autre type de contrat. Alors ce que je viens de voir d'hallucinant, j'ai posé une question à ChatGPT, parce que je voulais avoir des données statistiques sur la répartition public-privé au niveau des salaires, Mhm. en fonction du nombre d'actifs. Et ce qui m'a paru hallucinant, parce que moi j'avais la croyance, parce que ma tante a travaillé pendant la fonction publique pendant une trentaine d'années, elle était femme politique et tout dans son bled, dans cette petite ville de province. Et elle me disait quand j'étais petit, oui voilà, l'honneur pour elle c'était de travailler dans la fonction publique, on était moins bien payé, mais on avait la sécurité de l'emploi et tout ça. Donc moi j'étais resté dans l'idée que nos fonctionnaires avaient un deal, donc ils étaient moins bien payés par rapport au privé. Eh ben c'est faux. Vous avez 25% de fonctionnaires en France, donc je parle toute la fonction publique, il y a 6 millions de fonctionnaires en France, et ces 6 millions de fonctionnaires représentent 350 milliards de masse salariale. Et la fonction privée, donc le parti privé, c'est 650 milliards, pour 75% des postes. Donc, on a compensé plus que on va dire, c'est-à-dire que la fonction publique a été pour moi créée dans une certaine forme de proposer à des gens qui ne veulent pas prendre de risques des emplois à vie. En contrepartie, ils devaient créer, c'est plutôt des métiers où les gens étaient des hommes et des femmes de valeur, comme ma tante. Ma tante a été prof. Son métier, elle le faisait avec honneur. Elle savait ce qu'elle sacrifiait. Et aujourd'hui, si on regarde les chiffres, on a plus que compensé là. Est-ce que aujourd'hui, les jeunes sont... Est-ce que les jeunes sont-ils mieux armés aujourd'hui pour combattre des inégalités par rapport aux générations précédentes? C'est encore bien complexe. Hein. Là, vous me gâtez bien. Aujourd'hui, pour moi, les jeunes ont raison et tort en même temps. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ne sont pas armés pour faire ce qu'ont fait les grands frères et les parents. Alors, moi, je vois une différence. J'ai des petits frères et petites sœurs qui n'ont pas encore la majorité. Et c'est pas du tout le même mode de fonctionnement. Je connais une avocate qui a à peu près mon âge, qui elle finit, que j'ai croisé dernièrement, pour un sujet personnel. Et j'ai discuté avec elle et j'ai dit je vous prenais en exemple. Et l'exemple c'était qu'elle a des stagiaires avocats. Déjà avoir un stage en tant qu'avocat c'est compliqué. C'est un métier quand même, voilà, il faut faire vos preuves. Et elle m'expliquait que les jeunes stagiaires qui ont 21-22 ans, à 17h30, ils sont partis. Hein.
Vous leur demandez 2 minutes de plus. Ah non, l'heure c'est l'heure. Hein. Parce qu'ils savent que on rentre dans une société où, avec l'IA qui arrive, à quoi bon? À quoi bon prendre de l'avance? À quoi bon faire comme ceux qui étaient devant moi? Donc au moins ça laisse l'opportunité à ceux qui se défoncent, parce que là ils auront la place. Moi ma génération, pour avoir une place, il fallait se battre. Là il n'y a plus beaucoup à se battre, il y a juste à faire les efforts. C'est surtout aussi, je pense que vous avez parlé justement le fait qu'ils sont très à cheval sur les horaires maintenant aujourd'hui les jeunes, mais je trouve qu'aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de modèles. Moi, le fait pourquoi j'ai voulu continuer les études de journaliste, c'est parce que c'est mon modèle, c'était mon père, c'est-à-dire c'est lui qui m'a appris la culture générale, c'est lui qui m'a donné cette envie-là. Aujourd'hui, maintenant, moi il y a presque plus de modèles que ça aujourd'hui. Bah, l'égalité crée la médiocrité. Ça rime, Ah oui, mettez-le mais... dans les commentaires, ça rime. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Le génie français... Alors, il y a une phrase qui dit, je ne sais plus si je l'avais déjà dit, mais vous m'entendez souvent le dire, c'est pourquoi, vous savez pourquoi c'est pas de moi, hein, les meilleurs économistes sont français? Je vous l'avais dit, ça, là, ça c'est sûr, je vous l'ai dit. Ouais, c'est parce que pour décrire le paradis, il faut vivre en enfer. Donc on a un système riche, puissant, en tout cas il était puissant à une certaine époque, et donc ça laissait la place à des grands cerveaux, à des grands génies d'émerger. Et aujourd'hui, on ne leur laisse plus la place à ces gens-là, parce qu'il y a des esprits brillants encore en France. Mais je pense que c'est une opportunité justement pour que des esprits moins brillants sur le papier puissent prendre une place en travaillant. Je m'explique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde voilà, c'est un peu le principe des réseaux, enfin des créations de chaînes YouTube et des choses comme ça, c'est qu'il y a des gens qui pensent avoir une idée, un discours, grâce à la technologie, ils peuvent prendre une place. Et aujourd'hui, ce que j'avais dit à Alexandra à l'émission dernière, c'est que comme on va être dans le journalisme, dans un système décentralisé, où c'est l'être du journaliste ou l'être de la personne qui intervient sur un sujet qui va être le plus important. Et c'est plus son savoir-faire, sa manière de décrire le réel, de décrire des modèles, d'écrire des sujets, et on les plaçait à une époque à un certain niveau. Moi j'ai eu la chance d'avoir des très très bons professeurs. Voilà, on va dire, les très très bons professeurs aujourd'hui sont dans les grandes écoles, dans les très grandes écoles. Tout le reste, il ne reste plus grand chose, quoi. Il y a des bons profs. Des très très grands qu'on peut respecter et se dire celui-là, waouh, moi j'ai la chance d'en avoir eu. Voilà, c'est bien d'avoir des modèles. Vous avez votre père, moi aussi j'ai le mien. C'est des modèles importants. Et aussi, justement, vous parlez des gens justement qui font de la création de contenu pour justement véhiculer une idée, mais il faut aussi faire attention aussi à ce qu'ils véhiculent, que si c'est pas de la fausse information ou c'est alors un discours mensonger. Vous savez, dans les réseaux sociaux, en fait, il suffit qu'il y ait une croyance qui soit là pour que ce soit vrai pour eux. Est-ce que cette information vient d'un vrai travail en profondeur? Et c'est ce que je disais à Alexandra, il y a la majorité des gens, quand ils regardent les infos, ils regardent le titre. Est-ce qu'ils ont lu le titre et ils répètent le titre en imaginant à peu près parce que ça se reproduit toujours la même chose, ou est-ce que c'est un vrai travail en profondeur? C'est pas la même chose. Sauf que celui qui écoute la vidéo, je pense pas qu'il se pose la question. Voilà. Ouais, il est sympa, le gars, il me représente bien, donc c'est ce qu'il doit dire, c'est vrai, je vais pas me prendre la tête. Et là, du coup, on a parlé des réseaux sociaux, mais les nouvelles technologies aujourd'hui, est-ce que ça peut réduire ou aggraver les inégalités? Ah, ça va les aggraver. C'est-à-dire que ceux qui ont une bonne éducation vont pouvoir
On va être encore mieux éduqués, Mm. parce qu'il y aura moins de contraintes, et encore, non, même pas, parce que même, moi, je pense que pour moi, la compétition est en grande partie une bonne chose, je l'ai pas dit. Une compétition sans règles, sans rien, mais qu'il y ait un premier et un dernier. Si le dernier est bien accompagné, ça peut créer des choses bien. Moi, j'ai été premier, j'ai déjà été dernier, donc je sais ce que c'est. Moi, quand j'étais dernier, ça m'a tellement foutu la haine que je me battais pour attraper des places. Voilà. Après, c'est mon caractère. Hein. Donc non, aujourd'hui, c'est un peu la boucle qui va alimenter, mais à quoi bon faire des efforts dans un système où on ne promet pas grand-chose, quoi. Il n'y a plus de modèle. On l'avait dit. Le Hein. modèle avec l'IA aussi. L'IA, oui, l'IA c'est mauvais, mais à quoi bon? À quoi bon si ça va remplacer certains trucs? À quoi bon? C'est parce que le cerveau aujourd'hui, le cerveau de la majorité des gens ne peuvent pas comprendre les enjeux de cette nouvelle technologie. C'est une technologie qui va permettre de faire des choses à certains types de personnes, je pense plutôt aux créatifs, qui va être exceptionnelle. Ça va aussi libérer du temps pour les gens. Mais voilà, c'est comme ça. C'est notre destin en tant que Français, c'est de construire des belles choses et de ne pas pouvoir tenir sur le temps avec ces belles choses. Et je reviens juste sur nos sociétés, c'est que l'objectif de les sociétés, on va dire, éthiques, le prochain niveau, c'est pour moi, mais on va mettre encore peut-être 50, 100 ou 150 ans avant d'y arriver. On sera déjà parti. On sera déjà parti, mais c'est de se dire... je ne sais pas comment le décrire sur cette prospective, c'est-à-dire que chacun aura une responsabilité, là par contre, une sorte de responsabilité individuelle absolue. C'est ce que j'essaie de faire avec mon enfant qui est jeune. C'est de m'adapter à lui et sur des petits détails. Comment dire? Il faudrait une émission entière là-dessus. J'aurai l'occasion d'en parler, mais je veux dire, voilà, l'humain a ces différentes couches qui sont créées, sociétales. Ces différentes couches sociétales, c'est aussi comment évolue notre cerveau. Je reboucle avec le fait que nous sommes à l'image de nos politiques. Et voilà, la prochaine étape, c'est grosso modo vivre dans un monde de chaos et complexe et très à l'aise dedans. D'accepter le chaos. Et après, l'étape d'après, c'est la sagesse absolue. La vraie sagesse, c'est comme on aura tout automatisé dans nos vies, on aura tout. Qu'est-ce qui reste? Il reste l'humain et son miroir. Donc on sera des gens qui ne travailleront sûrement plus. En tout cas, il y aura certaines personnes qui travailleront et d'autres qui seront dans un monde centré sur l'être. Et ça, c'est la technologie qui nous y amènera. Donc ceux qui disent ouais, il n'y aura pas assez de boulot, c'est peut-être une bonne nouvelle qu'il n'y ait pas assez de boulot. C'est-à-dire qu'on va se concentrer sur soi-même. Hein, prendre du bon temps. Pas du bon temps que nous vend TikTok à cramer du pognon, à faire du jet ski toute la journée. Et juste être bien avec quelqu'un dans la rue, discuter, prendre le soleil, juste la vie simple. Voilà. Et justement, prendre du bon temps, c'est ce que nous avons fait tout au long de cette vidéo. Et c'est sur ces notes que nous allons nous quitter. Merci Mustang d'avoir été à mes côtés. C'est toujours un plaisir de partager une discussion avec vous. Merci Mathias, merci aussi, c'est toujours agréable. Et quant à vous, chers abonnés, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos commentaires et à écrire sous la vidéo ce que vous en avez pensé. Et surtout, un truc, n'oubliez pas de vous abonner. Attention, on va regarder avec Mustang, on est très attentif là-dessus. Il faut vous abonner parce qu'il y aura aussi d'autres vidéos qui vont sortir prochainement. Et d'ici là, on vous dit à la prochaine. À bientôt. À bientôt.